Pauvreté, maladie, scandale, génie incompris, on aime associer l'artiste à la souffrance, comme si la misère était le prix du talent. Quand on parle d'artiste maudit, on pense souvent à Van Gogh, qui n'a vendu qu'un seul tableau de son vivant avant de mettre fin à ses jours. On pense aussi à Toulouse-Lautrec, rongé par la maladie et mort prématurément. Si vous connaissez déjà un peu l'histoire de l'art, vous pensez peut-être aussi à Egon Schiele, qui a enchaîné les scandales et qui est mort à 28 ans de la grippe espagnole. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, elle est bien pire encore. Car l'homme dont on va parler, il cumule tous ces malheurs. La misère, la maladie, le rejet, les scandales. Et surtout, dans ce récit, il n'y a pas une, ni deux, mais 3 morts tragiques. Aujourd'hui, je vais vous raconter la véritable histoire d'Amedeo Modigliani. Modigliani naît en 1884 à Livourne, en Italie, dans une famille juive. Enfant, il est déjà fragile. Il contracte la tuberculose très jeune, une maladie incurable à l'époque. Cette épée de Damoclès, elle va sans doute le poursuivre toute sa vie et participer à forger son caractère désinvolte, romantique et destructeur. Mais très vite, il montre aussi un talent artistique brut. Il fréquente l'Institut des Beaux-Arts de Venise. Sa mère l'encourage à poursuivre la peinture et à 21 ans, il part pour Paris. À l'époque, il rejoint la capitale comme beaucoup d'artistes pour espérer vivre de son travail. En montant à Paris, il se rapproche d'autres artistes, mais surtout de marchands et de collectionneurs. C'est cette même ambition qui pousse un grand nombre d'artistes européens à rejoindre la capitale française. On les regroupe aujourd'hui sous le nom de l'École de Paris. On compte environ 80 artistes étrangers, le plus connu étant sûrement Picasso. On a longtemps considéré qu'une des caractéristiques des artistes de l'École de Paris était d'être maudits. Aujourd'hui, on remet un peu en cause cette définition, mais quoi qu'il en est, Modigliani rentre parfaitement dans cette case, ayant été angoissé, tourmenté par la maladie, la souffrance et le manque de ressources toute sa vie. Notre cher Modigliani arrive en 1906. Cette même année, le Salon d'automne révèle au public les artistes fauves qui font scandale. L'année suivante, Picasso termine ses Demoiselles d'Avignon, qui feront sensation dans le monde de l'histoire de l'art. En 1907, également, on découvre les œuvres de Paul Cézanne, toujours au Salon d'automne. Bref, Modigliani, il arrive dans un Paris en pleine émulation artistique où chaque jour semble faire émerger un nouvel artiste, une innovation technique. Modigliani, il commence comme sculpteur, influencé par l'art africain et les masques. En Italie déjà, il disait vouloir entrer en sculpture. C'est sa première vocation. Il rencontre notamment le célèbre Brancusi, sortant tout droit de l'atelier de Rodin. Mais vous trouvez pas que tout se passe un peu trop bien pour une histoire tragique ? En effet, c'est déjà le premier drame de sa vie. Il met tout son cœur à l'ouvrage dans ses sculptures, essentiellement des têtes dont la forme allongée lui est déjà caractéristique. Il est tellement passionné qu'il écrit en 1913 « La plénitude approche, je ferai tout dans le marbre ». Spoiler, il fera rien du tout dans le marbre. Rapidement, il subit les effets de cette pratique. Les poussières de la pierre sont extrêmement nocives pour ses poumons qui sont déjà fragiles. Et en plus de ça, la critique est complètement indifférente à ses sculptures et ses ventes sont beaucoup trop faibles. En 1914, sa santé l'oblige donc à abandonner complètement la pierre et à se consacrer seulement à la peinture. En sortant de ses années étudiantes, Modigliani est encore très marqué par des pratiques très académiques et par des relations professionnelles assez classiques. Mais à Paris, c'est une vraie révélation pour lui. Il s'y crée un réseau d'amitié qui l'inspire énormément, principalement dans les cafés de Montmartre ou à l'académie Colarossi où il étudie. À Paris s'installe aussi une concurrence artistique assez rude. Le nombre d'artistes est impressionnant et cette compétition les pousse à faire preuve de toujours plus d'inventivité. Comment pourrait-on décrire ce style si particulier ? Il réalise ses premières toiles parisiennes en plein cœur de Montmartre, où il est inévitablement marqué par l'œuvre de Toulouse-Lautrec. Il reprend ses formes et même un peu son univers. Il est aussi très sensible aux toiles de Cézanne qu'il admire lors de la rétrospective de 1907. Et enfin, il se rapproche beaucoup dans le style mais aussi dans les scandales de la polonaise Tamara de Lempicka. Modigliani s'inspire aussi de l'univers du théâtre et du spectacle. Dans l'un de ses rares autoportraits, il se représente d'ailleurs sous les traits d'un Pierrot en costume. On peut lire distinctement le mot Pierrot, comme si le déguisement ne suffisait pas à lui seul. Modigliani s'y présente comme un être double, un œil à la pupille brune, l'autre sans pupille, d'un bleu uniforme. L'artiste apparaît à la fois homme et marionnette. Ici, l'homme s'efface pour laisser place à l'artiste. Outre ses inspirations, il emploie une technique qu'on pourrait qualifier de synthétique. Il aime la simplicité et la pureté des lignes qu'il va pousser jusqu'à l'ultime. Si on l'associe aujourd'hui à l'École de Paris, Modigliani s'est toujours voulu libre et s'est toujours présenté comme un artiste indépendant. Contrairement à de nombreux artistes, notamment les avant-gardes, qui se solidarisent puis se déchirent,
Son style à Modigliani, il évolue, mais reste dans une grande cohérence, au point qu'on ne parle plus d'un courant, mais bien d'un style Modigliani. Tout au long de sa carrière, le portrait demeure le sujet de prédilection de Modigliani. Des artistes comme Brancusi, Soutine, Cars, Picasso ou encore Rivera passent par son atelier. Mais cette obsession du portrait le distingue aussi des autres artistes de l'école de Paris. Modigliani ne cherche pas à restituer un contexte ou une ambiance, ses personnages sont autonomes. Si au début de sa carrière, les détails vestimentaires ou la coiffure permettent encore de suggérer un environnement, ces éléments se simplifient progressivement, jusqu'à presque disparaître à la fin de sa vie pour se concentrer sur la figure. Il est surnommé Maudit, qui est à la fois le diminutif de son nom et un jeu de mots avec maudit de malédiction. On dit de lui que c'était un homme beau, élégant, mais ravagé. Il boit énormément, consomme de la drogue, dort régulièrement dans la rue ou sur des bancs. On le décrit aussi comme un homme fougueux, sujet à des terribles colères aggravées par l'alcool. Il abuse notamment de l'absinthe, qui ne sera interdit en France qu'en 1915. Il s'isole et s'enferme dans un monde intérieur dévastateur. Bref, il vit dans une misère extrême, vendant parfois ses toiles pour un repas ou une bouteille de vin. Pourtant, il continue de peindre, obsédé par l'idée de créer quelque chose de vrai. Il est même très actif et peint pas moins de 300 portraits à l'huile en moins de 5 ans. Il est soutenu par un jeune homme, Paul Guillaume, qui croit en lui très tôt et devient son marchand exclusif entre 1914 et 1916. En 1916, c'est Léopold Zborowski qui va prendre le relais et deviendra le marchand de notre Modigliani. Il va être d'un soutien sans faille à ce peintre hanté, il lui mettra un atelier à disposition au cœur du quartier de Montparnasse, et c'est lui qui organisera la première et unique exposition personnelle de l'artiste chez la galeriste Berthe Weil. La police devra même intervenir pour atteinte à la pudeur, mais nous y reviendrons. Les relations de Modigliani, amicales, professionnelles ou même amoureuses, sont souvent déréglées par l'alcool. Sa vie amoureuse en pâtit vraiment. Selon la biographie écrite par sa fille, 3 femmes semblent avoir compté pour lui, mais aucune ne pourra rivaliser avec sa plus grande histoire d'amour, Jeanne Hébuterne, qui deviendra aussi sa plus grande tragédie. Modigliani rencontre Jeanne Hébuterne en 1917. Elle a 19 ans, lui 33. Elle deviendra sa muse, sa compagne et la mère de sa fille. Jeanne est décrite d'un caractère très doux, qui devait sans doute apporter à Modigliani un certain apaisement. À 17 ans, Jeanne rêve de devenir artiste. Elle étudie la peinture et le dessin à Paris, à l'Académie Colarossi. C'est là que leurs regards vont se croiser pour la première fois. Amédéo et Jeanne tombent amoureux. Leur amour est passionnel, mais difficile. Le père de Jeanne est colérique et autoritaire. Il désapprouve complètement cette relation. Pour les parents de Jeanne, Modigliani, c'est le pire gendre possible. Il est pauvre, extravagant, trop âgé et juif. Mais Jeanne a goûté à la liberté et à la passion avec Modigliani. Elle s'oppose, fait ses valises et quitte définitivement sa famille en juillet 1917. C'est alors que Jeanne, encore mineure, se retrouve à vivre cette vie de bohème que revendique Modigliani. Ils vivent dans des conditions misérables, incapables de se chauffer en plein hiver, mangeant un jour sur 2. Et surtout, Modigliani est malade et refuse toujours de se soigner. Depuis petit, Modigliani souffre. Il enchaîne les crises et les maladies. La drogue permet de soulager un peu ses douleurs. Mais le couple peint. Ils se dessinent l'un et l'autre. Amédéo développe une obsession pour Jeanne. Il la peint des centaines et des centaines de fois. Il la représente avec ce corps étiré, ce cou allongé et ses yeux étranges sans pupilles. Le couple produit beaucoup mais ne vend rien. Zborowski voit en Modigliani un talent de génie. En échange de 15 francs par jour qu'il donne à Modigliani, ce dernier lui cède l'ensemble de sa production. Ces 15 francs s'envolent souvent dans l'alcool. Mais la chance va peut-être enfin tourner pour le couple. Modigliani va commencer en 1916 une nouvelle série de nus. Zborowski espère mettre son artiste en lumière et lui propose une exposition personnelle dans une galerie parisienne. C'est une chance unique pour l'artiste de trouver des acheteurs et de faire connaître son nom. Le 3 décembre 1917, c'est le grand jour. Direction la galerie Berthe Weil où seront exposées une trentaine de ses œuvres. Modigliani espère vivre ce moment depuis des années. La pression monte, le couple se met sur son 31 pour l'inauguration. Mais survient ce soir-là ce qui sera sans doute la plus grande tragédie de sa vie. La police intervient. Il faut retirer les œuvres de la vitrine sur le champ. C'est l'humiliation la plus totale pour Modigliani. Il faut imaginer le vrai bad buzz de l'époque, avec des critiques qui l'insultent dans les journaux, le public choqué qui s'indigne. Le problème, selon la critique, c'est qu'il reprend des nus classiques, des grands maîtres, comme ceux de Titien, qui eux sont acceptés car allégoriques ou mythologiques, mais avec un style beaucoup plus cru,
réaliste, sensuel. Il représente la nudité sans détour jusqu'à peindre les poils, qui est évidemment jugé totalement immoral à l'époque. Bref, ces images choquent. Et c'est ainsi que dès le jour de l'ouverture de sa première et unique exposition personnelle, la police demande à la galeriste de retirer les œuvres de la vitrine, sous peine de fermer la galerie. Modigliani se remet difficilement, ou bien jamais, de cette épreuve, mais la vie continue, et surtout la guerre. À partir de 1918, les malheurs s'enchaînent. L'hygiène de vie déplorable de Modigliani le rattrape et les privations et les bombardements dus à la guerre aggravent leur situation. Le tout avec une jeune ébuterne enceinte. Zborowski envoie alors le couple sur la Côte d'Azur. Leur fille, Giovanna, qu'on appelle aussi Jeanne, naît le 29 novembre 1918. Modigliani apprécie cette région qui lui rappelle son Italie natale. Il réalisera d'ailleurs 4 petits paysages, les seuls de sa carrière. Il retrouve à Nice de nombreux autres artistes venus se réfugier loin de la capitale, comme Fujita ou Soutine. Il rencontre également le vieux Renoir par l'intermédiaire d'un ami, dans son immense domaine. Curieusement, les 2 peintres vont disparaître à quelques jours d'intervalle, l'un à 79 ans, l'autre à 35 ans. Après n'avoir rien vendu dans le sud non plus, le couple remonte à Paris en 1920. Vous allez me dire, mais au moins ils ont le bonheur d'avoir une petite fille et d'être parents. C'est vrai, mais dans ces histoires maudites, le bonheur ne dure jamais très longtemps. Ils se rendent compte très vite, au bout de quelques mois seulement, qu'ils n'ont ni les moyens financiers, ni la force psychologique d'élever un enfant. Ils sont contraints de placer la jeune Jeanne chez une nourrice. C'est un déchirement. Jeanne se représente même dans un de ses dessins, se poignardant en plein cœur, baignant dans son propre sang. Puisque la maladie et la misère ne suffisaient pas, le couple tombe dans la dépression. Mais elle est de nouveau enceinte. Amedeo lui promet le meilleur. Une nouvelle vie en Italie, au soleil, avec leurs 2 enfants. En attendant une condition plus stable, il signe devant témoins une promesse de mariage. Et la roue commence à tourner. En septembre 1919, certaines de ses œuvres sont exposées à Londres, puis à Paris, au Salon d'automne. C'est le début de la consécration pour lui. Il atteint ce qu'il a toujours cherché, l'épuration des formes et des lignes, et un début de succès lui sourit. Il est fier, découpe dans les journaux les articles qui parlent de lui et les envoie à sa mère. La reconnaissance est prometteuse, et c'est là que la nouvelle tombe. Il est atteint d'une méningite pulmonaire incurable. Son visage est marqué par une vie d'excès. Il crache du sang, tient à peine debout, délire complètement, mais dans un dernier effort, il peint sa dernière toile, un autoportrait. Il décide de laisser une trace la veille de sa mort. Il dessine un visage, son visage, pour l'éternité. Le fond est vide, l'artiste nous dit qu'il ne peindra plus. Le 24 janvier 1920, il est transporté d'urgence à l'hôpital de la Charité rue des Saints-Pères pour une tuberculose, elle-même aggravée par la pauvreté, la drogue et l'alcool. Il meurt le soir même. Il laisse Jeanne enceinte de 8 mois. Le lendemain de sa mort, à 4 h du matin, Jeanne se suicide en se jetant par la fenêtre de l'appartement de ses parents, avec leur enfant à naître. Elle avait 22 ans. Les 2 amants sont morts. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ensuite? Eh bien qu'ils ne soient pas réunis. Amedeo Modigliani est inhumé le 27 janvier au cimetière du Père-Lachaise, accompagné de nombreux amis. Les parents de Jeanne refusent qu'elle soit enterrée avec le terrible Modigliani. Ce ne sera que 10 ans après, en 1930, que la famille se résigne et déplace la dépouille de Jeanne pour qu'elle rejoigne l'amour de sa vie au cimetière du Père-Lachaise. De son vivant, Modigliani ne connaîtra jamais vraiment le succès. Il vend ses tableaux pour presque rien, souvent juste de quoi survivre. Mais l'ironie du sort fait qu'à l'annonce de sa mort, la cote de Modigliani monte en flèche. Le nu couché, qui avait fait scandale à la galerie Bertheveille, deviendra l'un des tableaux les plus chers du monde. Zborowski, qui avait cru en notre artiste et l'avait soutenu toute sa vie, connaît lui aussi la malédiction Modigliani. Il fait d'abord fortune avec les toiles du peintre avant de tout perdre lors du krach boursier de 1929. Les œuvres de Modigliani se vendent aujourd'hui des millions d'euros. Très récemment, le 24 octobre 2025, un portrait de Modigliani, le buste d'Elvira, a déclenché une véritable bataille d'enchères. L'œuvre est adjugée 27 millions d'euros, ce qui devient l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue par Sotheby's Paris. Finalement, Amedeo Modigliani aura vécu comme un artiste maudit, aimé comme un poète et peint comme un génie. Mais c'est par la mort qu'il marquera tragiquement sa légende.